La semaine parlementaire à Ottawa a commencé avec le programme de garderie, une demande de revoir le processus de nomination des agents du Parlement et inquiétude certaine, dans l'opposition du moins, à l'égard de la Banque de l'infrastructure. Et pour en parler, mes invités aujourd'hui, les députés Joël Lightbourn, Alain Reyes, Mathieu Dubé et Mario Beaulieu. Bienvenue à vous quatre en studio. C'est agréable de vous avoir à côté de moi. Programme de garderie. Vous imposez les critères. Qu'est-ce qu'il y a de particulier et d'important dans ce que vous faites avec ce programme? Bien, je pense que, généralement, dans l'ensemble du pays, c'est une annonce qui a été très bien reçue. C'est 7,5 milliards de dollars sur 11 ans. On parle de créer 40 000 places en garderie. Puis je pense que c'est aussi de s'inspirer beaucoup de ce que le Québec a fait. Le Québec est un leader au niveau des services à la petite enfance, des garderies. Puis je crois que c'est le modèle québécois, si on veut, qu'on veut qui donne l'impulsion ou l'inspiration pour le reste du pays. Au Québec, c'est 88 millions par année pour les 3 prochaines années que le Québec pourra décider d'investir comme il l'entend, dans le respect du fédéralisme asymétrique aussi, puis en reconnaissant qu'au Québec, déjà, on a une grande longueur d'avance au niveau des garderies et des soins à la petite enfance. Je voyais le ministre Duclos qui disait « La Saskatchewan a inspiré le pays pour le système de santé universel. » Bien, le Québec devrait inspirer le pays pour la même chose au niveau des garderies. Puis ça, c'est un premier pas qui est historique d'avoir cette entente multilatérale avec les provinces. Donc, je crois que ça va faire un impact. On regarde les coûts pour la garderie pour les familles canadiennes. C'est très élevé. C'est 40 000 places, on veut qu'elles soient destinées aux enfants et aux familles dans le besoin. Je pense que ça peut avoir un réel impact sur la vie des Canadiens. Au Parti conservateur, comment on voit ça, ce programme? Bien, on ne peut pas être contre la vertu de vouloir aider les familles. Peut-être, cependant, on pourrait se poser la question de quelle façon on doit le faire. Donc, je pense que de notre côté, ça va être d'être très vigilant sur la façon que le gouvernement va gérer ces sommes-là, ces sommes d'argent, parce que Dieu sait, de l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. On est toujours surpris un peu de voir où ce gouvernement va trouver cet argent-là, de voir comment ça va être, comment le gouvernement va respecter les compétences des provinces. Oui, le Québec fait acte de leader, mais il y a des ratés aussi à certains endroits. Il y a des familles qui ne trouvent pas de place en garderie. Il y a des gens qui sont obligés d'aller vers le privé, pas parce que c'est un choix personnel, parce que ça peut être aussi un choix, mais parce qu'il n'y a tout simplement pas de place. On parle de 40 000 places et quand on parle, M. Duclos, quand est-ce que les familles vont voir le bout de ce projet-là? On ne parle pas avant 2020. Donc, on va être rendu, quand tout ça va être mis en place, si tout va bien, avec le prochain gouvernement. Donc, j'ai bien hâte de voir quand est-ce que les familles canadiennes vont vraiment avoir le support financier qu'ils méritent pour pouvoir venir à bout, pour pouvoir aider la pauvreté, pour pouvoir aider ces familles-là, les pères et les mères qui travaillent très fort pour aider leurs enfants. M. Dubé, est-ce que vous partagez ces inquiétudes? Bien, nous, on trouve ça intéressant parce que pendant la dernière campagne électorale, les libéraux disaient, en parlant de l'idée du NPD, le plan du NPD de mettre en place un système pan-canadien de garderie en s'inspirant, bien entendu, du Québec, on disait que c'était trop peu et pas assez rapidement. Et finalement, ce qu'on voit, c'est oui, on crée des places. Comme M. Reyes a dit, on ne peut pas être contre la vertu, mais ça semble être très peu. Et considérant que ça ne fait rien pour réellement réduire le coût, on crée ces places-là, mais reste que c'est très dispendieux. Il y a des endroits au Canada où le prix est extrêmement élevé pour les services de garde. Et dans ce contexte, je suis peut-être rassuré, mais on va voir dans les détails, d'entendre qu'on parle de fédéralisme asymétrique parce qu'on s'entend bien entendu que le Québec reçoive les sommes d'argent qui lui sont dues et selon nous, ça devrait être sans condition parce qu'après tout, comme a été mentionné, on est quand même à l'avant-plan en ce qui concerne un système de garderie. Mais dans l'ensemble, si on regarde ailleurs au Canada, pour nous, c'est une petite goutte, c'est très peu et le fait demeure que ça coûte beaucoup trop cher aux familles et c'est là le défi en ce moment, c'est de réduire les prix pour qu'on puisse avoir réellement profiter des espaces qu'on crée. M. Beaulieu, le Québec s'en sort comment? Oui, bien, c'est sûr que le Québec, c'est un modèle avec tout son système de CPE. On s'est pendant longtemps financé nous-mêmes. On a même été pénalisés parce qu'on avait ce système-là par les mesures fiscales. Donc, c'est une demande du Bloc depuis longtemps. Il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune condition d'attacher à ces argents-là. Puis, on va voir ça aller, là. Prochain sujet que je vais aborder avec vous, la Banque de l'infrastructure. Je vais commencer avec l'opposition, parce qu'il y a des craintes, il y a des inquiétudes. Vous demandez que C-44 soit scindé parce que vous souhaitez que, justement, que ce soit étudié en profondeur. Quelles sont vos inquiétudes? Contrairement dans le cas des garderies, là-dessus, j'ai aucun mérite à donner au gouvernement dans ce dossier-là de la Banque de l'infrastructure. Puis je tiens à m'expliquer, là, je suis pas le seul. Là, lorsqu'on parle aux anciens directeurs parlementaires du budget, qui sont des gens qui sont neutres, quand on regarde le Sénat,
qui se bat à dire on retire de C44 la partie de la Banque d'infrastructure pour qu'on puisse y travailler clairement, qu'on regarde les avis des experts qui se questionnent sur la nécessité de mettre en place cette banque-là parce qu'il n'y a rien, j'ai jamais vu, moi je suis un ancien maire, j'ai jamais vu de municipalité qui cherchait du financement pour des projets. Quand on sait qu'il y a 15 milliards d'argent qui devaient aller dans les municipalités pour des projets chez eux, qui a été détourné du budget que le gouvernement a mis en place dans son premier budget pour l'envoyer dans cette banque d'infrastructures-là qui va aider que des projets dans les grands centres comme Montréal, Toronto et Vancouver. Et plus que ça, l'arrogance de la façon que le gouvernement fait ce projet-là. Ils ont annoncé où ils installaient la banque, à Toronto. Hier, on a appris que le directeur général, le PDG de cette banque-là, serait trouvé. Et on n'a même pas, nous, les parlementaires, discuté plus d'1 heure et demie en commission parlementaire. On a eu 1 heure et demie en commission parlementaire pour en discuter. Pour moi, là, c'est l'aberration totale, c'est de l'arrogance, c'est de l'irresponsabilité et c'est un manque de transparence de la part du gouvernement. Là-dessus, là, ma note sur une échelle de 0 à 10 n'est pas de 0, elle est de -2, tout simplement. Oh. M. Dubé, avez-vous une note aussi basse que ça? C'est l'ancien enseignant qui sort dans M. Réal, je pense. Mais écoutez, c'est vrai. Le fait qu'on a néo-démocrates, conservateurs, les députés du Bloc qui sont ensemble là-dessus, pas juste ça, les néo-démocrates qui sont obligés de féliciter des sénateurs, ça arrive pas souvent. Je pense que ça l'en dit long de la mauvaise direction qu'on prend avec ce projet-là. Écoutez, on pourrait parler de tous les aspects de la banque en tant que telle, de la privatisation des frais de payage et d'utilisateurs qui seront imposés aux citoyens, le fait qu'on va leur faire payer 2 fois. Mais au-delà de ça, juste en termes de processus dans le projet de loi C-44, le fait qu'on a eu si peu de temps, comme a été mentionné, pour en débattre. On parle d'un changement fondamental dans la façon qu'on veut financer les projets d'infrastructure avec d'énormes risques qui sont imposés aux contribuables. Et on a eu simplement quoi? 1 heure et demie en comité. Ça, c'est quelque chose qui, selon nous, est complètement inacceptable. C'est bien beau de dire que ça fait partie de la politique budgétaire, mais quand on parle de ce qui va mal dans les projets de loi omnibus, c'est un exemple flagrant de pourquoi les parlementaires doivent avoir leur mot à dire. M. Beaulieu, là-dessus. On a dit souvent que M. Trudeau, malgré toutes ses critiques, fait la même chose que M. Harper. C'est une belle démonstration. On amène ce projet-là dans un projet de loi mammouth de 308 pages. Et non seulement le Québec perd le siège social de la Banque pour Toronto, mais il y a des mesures là-dedans qui vont permettre d'outrepasser les lois du Québec. On le voit, par exemple, à Québec, les poussières qui sont produites là, dans Limoilou, tout ça, on ne peut rien faire parce que c'est de juridiction fédérale. Ça va permettre d'outrepasser les lois sur le zonage agricole, la protection de l'environnement. Alors, c'est vraiment c'est le Québec qui est à vendre finalement dans ce projet de loi. Alors là, on espère que même si nous, on est pour l'abolition du Sénat, et dans ce cas-ci... L'Assemblée nationale, de façon unanime, ont demandé tout à fait. De mettre sur le haut... C'est ça. Malgré une résolution unanime de l'Assemblée nationale, une résolution de l'UPA aussi aujourd'hui. Oui. Alors, il faut que ça soit stoppé. Il faut empêcher ça absolument. Bon, M. Lightbound, vous avez entendu vos collègues. Je pense qu'on avait long à répondre. L'Assemblée nationale avait également passé une motion unanime après le dépôt du budget en mars pour nous blâmer de ne pas avoir investi dans le réseau électrique métropolitain. Hier, on a annoncé 1,3 milliard, de ne pas avoir investi dans le SRB. Le SRB à Québec, d'où je viens, c'est pas clair, c'est pas encore très bien ficelé, pas encore sur la table. Mais par rapport à la Banque d'infrastructure, il faut reconnaître que ça s'inscrit dans un plan d'investissement en infrastructure de 180 milliards. C'est une fraction de nos investissements en infrastructure. On parlait du réseau électrique métropolitain. C'est des programmes, des projets d'investissement en infrastructure plus classiques. La Banque, l'idée, c'est d'aller chercher un effet de levier avec le financement privé, comme les grands fonds canadiens le font déjà à l'étranger, dans plusieurs projets d'infrastructure. Donc, on pense que ça va nous permettre d'aller encore plus loin dans nos investissements en infrastructure. C'est pour ça qu'on va de l'avant avec la Banque. Puis ça fait partie intégrante de nos ambitions en matière d'infrastructure. On parle de 35 milliards d'argent qui vient des poches des contribuables. Et quel serait l'intérêt? Les municipalités sont déjà capables d'aller emprunter à 2 d'intérêt. Ces investisseurs-là, M. Sabia de la Caisse des dépôts a très bien dit, pour qu'on soit intéressé par la Caisse, ça prend du 7 à 9 %. Donc, nécessairement, c'est les contribuables qui vont payer. Et quand on dit au gouvernement, si le projet ne fonctionne pas, puis qu'on a un problème avec l'investisseur privé, qui va assurer le financement? Ça va être les contribuables. Ça ne peut pas faire autrement. C'est une banque de privatisation. Quand il y a des projets qui peuvent être profitables, c'est le privé qui va en profiter, qui va avoir des garanties de prêt. Puis quand c'est plus risqué, bien là, c'est le public qui va assumer les frais, c'est-à-dire nous,
et les payeurs de taxes. Vous savez, pendant le comité, là, j'étais sur le comité parlementaire, on a demandé au ministre de nommer un seul projet avec tous ces hauts fonctionnaires autour de lui, un seul projet que les petites et moyennes municipalités au Canada pourraient avoir accès à cette banque d'infrastructure. Il n'a jamais été capable à 2 occasions de nommer un seul projet. Je vais simplement peut-être aussi mentionner, Banque pour contrecarrer, hein? pour la Banque d'infrastructure qui va Pas des autres rendre compte au Parlement, dont le plan organisationnel va être dirigé par le Parlement, qui va avoir son Vous plan. avez nommé le PDG, vous avez nommé l'endroit, puis la banque n'est même pas créée. Donc, la Banque sera redevable vis-à-vis Le dernier sujet est très rapidement sur ce dernier point, processus de nomination des agents du Parlement. Vous dites que votre système est bon, mais là, vous êtes à la recherche de 5 personnes, puis la dernière exemple qu'on a eu, évidemment, avec les langues officielles, ça n'a pas été exactement ce que vous souhaitiez. Oui. Il est correct, votre système, ou pas? Bien, il faut dire que si on regarde le système précédent, il n'y en avait simplement pas. C'était des nominations partisanes sans processus, sans qu'on sache quels sont les critères. On a mis en place un système où on sait quels sont les critères, qu'est-ce qu'on recherche, où les Canadiens peuvent appliquer en ligne. Puis le processus avance et suit son cours. Déjà, sur les 122 nominations qui ont été faites, on parle de 70 de femmes. Je pense que c'est 13 de minorités visibles, d'Autochtones aussi. Le but, c'est d'avoir des nominations aussi qui reflètent davantage la diversité canadienne avec ce nouveau processus. Bon, le processus, il est à revoir? Il est à revoir complètement. De manière, il n'y en a pas de processus. Le seul critère en ce moment, c'est d'être un donateur du Parti libéral. Puis la façon qu'on s'y prend pour essayer de faire passer la pilule, on dit exactement ce que vient de dire mon confrère. On dit on veut de la diversité, on veut plus de femmes, comme si ça avait rapport dans le processus en ce moment. La réalité, Mme Meilleur, le cas est patent, on le voit. Et là, tous les partis, tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est expliquez-nous, ça va être quoi maintenant le nouveau processus? Ça n'a pas fonctionné avec Mme Meilleur, votre processus. Et votre sous-comité qui devait chercher à avoir le veto, ça n'a pas fonctionné cette semaine. Et pourtant, M. Collin, mon collègue qui a présenté la motion, il a travaillé toute la journée, toute cette journée de débat pour travailler avec le Parti libéral, avec le gouvernement, pour tenter de trouver un amendement qui rendrait ça palpable pour eux, tangible. Et pourtant, ils ont quand même dit non. Ça en dit long sur les intentions du gouvernement. Le mot de la fin là-dessus, M. Beaulieu? Rendre le processus rigoureux, oui, mais ça met en évidence une faille fondamentale dans le système de la démocratie canadienne. C'est que les députés du Bloc québécois, comme Mme May, on ne fait pas partie d'aucun comité. Donc, les électeurs, il y a environ 1 million d'électeurs au Québec qui ont voté pour le Bloc québécois et qui sont des citoyens de seconde classe. On est à peu près le seul pays au monde qui a un système comme ça où, si tu n'es pas reconnu en vertu de certains critères, aucun budget de recherche, tu fais partie d'aucun comité. Alors, il faut faire évoluer le système démocratique canadien parce que ça, c'est risible. Reposez-vous en fin de semaine parce que ça va veiller tard encore la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Au revoir.